Amis du roman historique, bonjour. Donc nouvel épisode là sur les Qatars. Alors bon, j'ai eu des problèmes techniques, donc vous voyez c'est la même chose, mais là dans son intégralité. En plus j'étais pas chez moi, donc ça a été compliqué de remettre tout ça en œuvre. Donc là c'est une formule donc intégrale cette fois-ci, sans coupure. Et puis vous avez vu, vous avez entendu du moins, j'ai changé de musique, enfin bon, j'ai changé un peu l'environnement de ce fait. Donc j'espère que tout va fonctionner maintenant normalement. Donc reprenons l'histoire des Cathares. Donc les Cathares, c'est une secte qui hérétique qui a émergé entre le XIIe et le XIVe siècle. Et je voulais illustrer ça avec un livre qui a été un très très grand succès au XXe siècle. C'était Montaillou, village occitan, qui a été écrit par Emmanuel Leroy-Ladurie, un très célèbre historien du XXe siècle. Voici la jaquette, hein, c'est un livre qui a été édité chez Gallimard en 1974, donc c'était pas hier. Vous voyez, voilà, donc c'est Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 chez Gallimard. Voilà, donc ça c'est le livre d'illustration. Il est basé sur un livre qui a été édité en 66, qui donc traduit le réquisitoire euh, de, de l'évêque Jacques Fournier. Ça c'est la partie traduite en français, donc elle n'est pas intégrale, mais il y a une partie intégrale en latin. Hein, voilà. Donc ça a été écrit chez Privat à Toulouse, hein, en 1966. Voilà. Donc c'est là-dessus que le roi Ladurie a construit son livre en 74. Ensuite, je voulais également vous lire une chronologie, hein, pour resituer un peu tout ça. J'ai tiré ça des Cathares de la revue L'Histoire qui est paru en décembre 2016. C'est le numéro 430 qui est facile à trouver sur internet. Hein. Donc je vous lis ça. Où est-ce que j'ai mis ça moi? Voilà, c'est par là, c'est par là. Voilà la chronologie. Alors, il faut des lunettes aussi, c'est plus facile. Donc, 1022, premier bûcher contre des hérétiques. Des chanoines d'Orléans sont brûlés sur ordre du roi. 1156, 1100, annoncé. 1056, 1096, mouvement Patarin à Milan. Milieu du XIe siècle, lancement de la réforme grégorienne. Vers 1145, d'après Bernard de Clairvaux, le Midi toulousain est largement touché par l'hérésie. Vers 1170, début de la prédication de Valdès à Lyon. 1179, concile de la 33, on y trouve l'une des premières mentions du terme cathare pour désigner les hérétiques. Les Vaudois peuvent prêcher avec l'accord de l'autorité locale. Ils sont condamnés par le pape en 1184. 1208, assassinat du légat pontifical Pierre de Castelnau. Le pape Innocent III accuse Raymond VI, comte de Toulouse, d'en être responsable et fait prêcher la croisade contre les hérétiques. 1209, début de la croisade abigeoise, prise de Béziers et de Carcassonne par les croisés. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Alors c'est peut-être une phrase qui n'a pas été citée, mais bon, ça illustre bien cette période. 1219, le pape Honorius III offre à Philippe Auguste la moitié de la décime levée pour la croisade, s'il accepte de se croiser, et le roi autorise à son fils, Louis, à marcher vers le sud. 1226, croisade du roi Louis VIII, soumission de la plus large part du Midi au souverain. 1229, capitulation de Raymond VII, traité de Meaux-Paris, création de l'université de Toulouse à l'automne, concile de Toulouse, codifiant la répression de l'hérésie. Les dissidents entrent dans la clandestinité. Le pape Grégoire IX organise l'inquisition, tribunal d'exception. 1243-1244, siège et prise de Montségur, dernier refuge languedocien des bons hommes. Après 1244, l'Inquisition
prend un tour systématique. 1271, rattachement du comté de Toulouse à la couronne capétienne. C'était un peu le but de l'opération. Le but était essentiellement politique, moins que religieux. Voilà. Donc ça c'est une revue très intéressante, comme je vous le dis souvent. Donc ça c'est synthétique, ça évoque un certain nombre de thèmes qui sont essentiels. Donc j'en reviendrai un petit peu dessus pour le deuxième épisode. Je vous lirai des tout petits passages. Et voilà. Donc ça c'était la revue L'Histoire. Ensuite, donc le livre lui-même, Montaillou, village occitan, 1294-1324, donc c'est la fin du catharisme. Ce sont les inquisiteurs, souvent dominicains, qui viennent gratter les derniers refuges dans la montagne pour en extraire la folie hérétique. Voilà. Donc je vais vous faire des passages sur page 9, Jacques Fournier. Donc c'est l'évêque qui prend en charge cette inquisition. Page 9. Je ne vous ai pas lu la jaquette aussi de Montaillou, ça c'est le même livre. Voilà. Donc en 1320, Jacques Fournier, évêque de Pamiers, puis plus tard pape d'Avignon, enquête comme inquisiteur sur un village de Haute-Ariège, à 1300 mètres d'altitude, Montaillou, 250 habitants, petite communauté occitane et pyrénéenne de montagnards et de bergers. Simple épisode de la lutte contre le catharisme, point d'interrogation. Mais la conscience ethnologique et policière de l'enquêteur est telle que, maigret avant l'heure, il finit par déterrer tous les secrets du village, petit ou grand, et Dieu sait s'il y en a. Rien n'échappe à cet évêque fureteur, ni la vie intime et ambulatoire du berger Maury, ni les nombreux amours du truculent curé de la paroisse, Mouchard, Paillard et Cathard, et les passions romantiques de la châtelaine Béatrice de Planissol. Mais ce sont aussi les drames et la vie quotidienne de Montaillou, opprimé par un clergé dominateur et par le clan tyrannique des clergues. Alors dernièrement encore, le maire de Montaillou, il s'appelait Clergue aussi, donc c'est dire que l'ethnologie est restée stable là-bas, qui forment la trame de cette étude à la fois monographique et globale. L'enfance et la mort, la culture et la famille, les luttes des mafias paysannes, l'obsession du salut et de la magie, l'irreligion, l'hérésie rustique, la morale et le crime, le folklore, les mythes et les revenants. Utilisant cet extraordinaire document qu'est le registre d'inquisition de Jacques Fournier, sorte de roman vrai du petit peuple du XIVe siècle, ce Montaillou ressuscite dans l'esprit des méthodes historiques et ethnographiques les plus actuelles la réalité cathare et occitane d'il y a 650 ans, enfin 700 du coup maintenant aujourd'hui, avec la fraîcheur et le tremblement du vécu. Alors Emmanuel Leroy-Ladurie, professeur au Collège de France, a déjà publié Les paysans du Languedoc, Histoire du climat depuis l'an 1000, le territoire de l'historien et puis bien d'autres. Voilà. Donc Montaillou. Donc, je vais vous lire des passages, comme je vous le dis. Je vous mets ça là, pour que vous n'oubliez pas. Voilà. Et donc, dans le dernier épisode, pour l'illustrer, je lirai des passages de romans de Jean Daillon, dans la saga Guylaine d'Ussel. Donc, ce sera donc Montségur 1201 et Béziers 1209. Là, c'est des romans, donc c'est l'esprit de l'émission. Donc, c'est l'illustration de romans historiques par l'histoire. Et vice-versa. Voilà. Donc, page 9, Jacques Fournier. Par chance pour nous, par malchance pour eux, un homme au XIVe siècle du plein démographique a donné la parole aux villageois et même à tout un village en tant que tel. Il s'agit en l'occurrence d'une localité de l'Occitanie du Sud. Mais on sait bien, puisque cette recherche est d'histoire agraire française, que l'Occitanie, Valence-Nolens, sera dans l'Hexagone et plus souvent qu'à son tour. L'homme en question, c'est Jacques Fournier, évêque de Pamiers de 1317 à 1326. Ce prélat lucide, dévoré d'un zèle inquisitorial, appartient aux nouvelles élites occitanes qui vont prendre le contrôle de la papauté d'Avignon. Il sera pape en comtat plus tard sous le nom de Benoît XII. C'est le successeur de Jean XXII, Jean XXII qu'on voit longuement dans les Rois maudits, par exemple. Voilà.
il n'est pas seulement pas célèbre pour ses contributions vigoureuses à la théorie de la vision béatifique. Ethnographe et policier au temps de son épiscopat, il a su écouter les paysans du comté de Foix et surtout de la Haute-Ariège. Il leur faisait avaler le pain de la douleur et l'eau des tribulations, mais il les torturait peu. Il les interrogeait avec minutie et longueur de temps, afin de traquer parmi eux l'hérésie cathare ou simplement la déviation. Par rapport au catholicisme officiel, cette écoute nous est parvenue dans le gros manuscrit latin de Jean du Vernois. Et que Jean du Vernois a récemment restitué aux éditions intégrales. Enfin, bon, depuis lors, il y a longtemps maintenant. Hein. Ainsi s'est trouvé mis à la disposition des historiens et du public latiniste ce témoignage de la lettre occitane sur elle-même, témoignage qui déborde de beaucoup le strict domaine des persécutions pour l'hérésie dans lequel Jacques Fournier aurait pu normalement se confiner s'il s'était borné à suivre sa vocation d'inquisiteur. Par-delà les poursuites anti-cathares, les 3 volumes publiés par Jean du Vernois, enfin en latin, intéressent en effet les questions de la vie matérielle de la société, de la famille et de la culture paysanne. On trouve dans les textes ainsi rassemblés une dose de pointillisme et de vécu qu'on rechercherait en vain dans les chartes ou même dans la documentation notariale. Toute étude historique doit ou devrait commencer par une critique des sources. Notre livre, brièvement, ne manquerait point à cette règle. Quelques mots d'abord sont indispensables pour présenter l'auteur, Jacques Fournier. L'auteur, ou du moins le personnage responsable de nos sources documentaires. Fournier naquit, semble-t-il, pendant la décennie 1280, sans plus de précision, à Saverdun, dans le nord du comté de Foix, l'Ariège actuel, le département. Est-il fils de paysan, de boulanger ou de meunier? Le métier de ses biographes attribueront de la sorte à son père n'est peut-être que le fruit de leur imagination, mise en branle par le nom de famille, Fournier. Une certitude pourtant, notre homme n'est pas fils de prince. Alors, page 12, j'ai nommé ce passage Benoît XII, hein, c'est le même personnage en fait. Hein. Dans la vie du futur Benoît XII, c'est la période apaméenne qui nous intéresse. Plus précisément, c'est l'activité de Jacques Fournier en tant qu'animateur diocésain d'un formidable tribunal d'inquisition. L'existence même de ce tribunal sur place entre 1318 et 1326 n'est nullement un fait qui va de soi. Certes, le comté de Foix, dans la partie méridionale duquel se déroule l'action de ce livre, avait été pendant plus de 100 ans la terre promise de l'erreur. Les hérétiques albigeois y grouillaient dès le XIIIe siècle. L'Inquisition avait sévi déjà vers 1240-1250, après la chute retentissante de Montségur, dernier bastion des Cathares, 1244. Les inquisiteurs s'étaient manifestés de nouveau en pays fuxéen, vers 1265, puis 1272-73. Dans la plaine de Pamiers, la répression avait alors fouillé tous les recoins, vérifié toutes les croyances et puni toutes les défections. Plus tard, l'hérésie persiste à pulluler, ça et là. En 1295, le pape Boniface VIII crée le diocèse de Pamiers, qui inclut le haut et bas comté de Foix, sud et nord. Cette création administrative vise à permettre un contrôle plus commode de la déviance. Après une relative détente qui durait depuis un quart de siècle, 2 nouvelles offensives inquisitoriales se manifestent donc. En 1298-1300 et en 1308-1309. En 1308, Geoffroy d'Ablis, inquisiteur de Carcassonne, met en état d'arrestation au village de Montaillou le peuplement tout entier, à l'exception des enfants. Ces poussées anti-hérétiques sont le fait du tribunal dominicain de Carcassonne, lequel est étranger en tant que tel au nouveau diocèse de Pamiers, comme au traditionnel comté de Foix. Les évêques apaméens, eux, malgré la mission qui leur est en principe impartie, persistent pendant longtemps à se tenir tranquilles. Ils ne pipent mot contre l'hérésie de leurs ouailles. Le prélat Pelfort
de Rabastins, 1312-1317, est trop occupé à se chamailler avec ses chanoines. Il n'a pas le temps de veiller à l'orthodoxie des pensées dans sa circonscription. Avec Jacques Fournier, son successeur, à partir de 1317, les choses vont changer. Le nouvel évêque met à profit une décision du Concile de Vienne, 1312. Elle stipule que dorénavant, au tribunal de l'Inquisition, les pouvoirs de l'évêque du lieu viendront se confondre en vue d'une profitable collaboration avec ceux du maître de l'œuvre dominicain, ce qui jusqu'alors était seul à mener le jeu répressif. Jacques Fournier peut donc, en 1318, constituer son propre office d'inquisition. Il le dirigera en association étroite avec frère Gaillard de Pommiès, lui-même délégué par Jean de Beaune, responsable de l'inquisition de Carcassonne. Pommiès et Beaune sont tous deux dominicains. À la tête de l'office se tient alors Jacques Fournier, lui-même inaccessible aux supplications, comme au pourboire, habile à faire apparaître la vérité, à faire jaillir les agnelles, comme disent ses victimes. Capable de distinguer en quelques minutes un hérétique d'un catholique correct. Vrai démon inquisitorial, affirme les prévenus, dont il sonde les cœurs, sorte de maigret obsessif et compulsif. Il procède, et il réussit essentiellement grâce à l'habileté tenace et démoniaque qu'il déploie dans ses interrogatoires. Il n'a recours qu'assez rarement aux tortures. Maniaque du détail, il assiste en personne à toutes les séances de son propre tribunal, ou peu s'en faut. Il veut tout faire, ou du moins tout diriger par lui-même. Il refuse de déléguer les responsabilités à ses sous-ordres, à ses scribes et à ses notaires, comme le font à de nombreuses reprises les autres inquisiteurs, trop négligents. Tout le registre d'inquisition de Pamiers portera donc la marque et la griffe de son intervention permanente, d'où, entre autres raisons, l'extraordinaire qualité du document. Donc c'est un être d'exception, fourni dans le genre inquisiteur. Donc ce ne sera pas pour rien dans son accession certainement au pontificat, à Avignon. Les papes d'Avignon, dans ce livre, c'est l'histoire des papes d'Avignon de Jean Favier. C'est pour ça que je vous l'ai mis ici. Donc on trouve également des sources de ce genre de documents. Alors, à ses côtés, frère Gaillard de Pommiès tient le rôle d'assistant, de vicaire ou de lieutenant. Il est relégué à la seconde place du fait de la préséance locale de la forte personnalité de l'évêque du Creux. Extérieur au diocèse, quelques inquisiteurs de haute volée comme Bernardo Guy, qu'on voit aussi dans le roman donc Le Nom de la Rose, célèbre roman historique, un jour on verra peut-être. Alors, Jean de Beaune et le Normand Jean Duprat viennent également honorer par leur présence de temps à autre les sessions les plus lourdes de l'office apamien. On trouve aussi parmi les assesseurs, tantôt décoratifs et tantôt actifs, tout un assortiment local et régional, chanoines, manoines de toute robe et de toute bure, juges et juristes enracinés dans le chef-lieu du diocèse. À un niveau inférieur, chargé des tâches de la rédaction, mais jamais de celle de la décision, s'agite l'escouade des notaires et des scribes, soit une quinzaine d'individus. À leur tête se détache le tabellion curé Guillaume Barthes, et puis Jean Strabo et le sieur Bataille de la Peine, et plusieurs gratte-papier ou gratte-velin du comté de Foix. À l'échelon le plus bas enfin, le petit personnel est assermenté. Il comprend des seigneurs qualifiés de serviteurs, des messagers, des geôliers flanqués de leurs inévitables épouses qui tiennent le rôle de geôlières. On rencontre aussi dans ce grouillement subalterne des mouchards qui sont parfois de haute volée, tels Arnaud Sicre. Voilà, donc ensuite j'ai pris un passage sur l'alimentation, parce que je pensais que c'était intéressant d'évoquer le quotidien au Moyen-Âge, quoi. Donc c'est pas directement lié à l'histoire des cathares, mais c'est ça. Pour faire un roman historique, il faut aussi mettre dans la recette de cuisine, en quelque sorte, des ingrédients qui donnent de la couleur. Et pourquoi pas la manière de manger à l'époque.
En temps normal, on mange à peu près correctement. Le pain de froment et quelquefois le millet forment dans ce village le fond de la nourriture végétale. Nous avons vu qu'on descend le grain vers la meunerie comtale d'Aix-les-Thermes, à dos d'âne ou de mule. Puis en escaladant les montagnes en sens inverse, on ramène la farine au village pour la buter dans le tamis domestique. On cuit le pain chez soi par main de femme, car la seigneurie sabartésienne ne se conforme point à ces modèles classiques de l'Île-de-France. Et pourquoi diable s'y conformerait-elle? Le four seigneurial ou banal n'est donc pas de rigueur. Cela ne veut pas dire, à l'inverse, que chaque maison montalbanaise dispose de son four particulier. La possession d'un four dans un domus, une maison, est un signe intérieur de richesse. Quand on n'en a pas chez soi, on va donc porter sa pâte, qu'on a probablement pétrie à domicile, chez la voisine amie plus fortunée. Ainsi fait. En notre village, Brune Pourcelle, la pauvresse bâtarde, ex-servante devenue veuve, elle utilise les facilités de cuisande que lui offre Alazaïs Rive. Ajoutons que le four à pain du cultivateur aisé de Montaillou est multifonctionnel. Quand le feu n'y est pas, on l'utilise comme lieu de stockage, pas si réfrigérant que ça. Pour la réserve de poissons ou pour la récolte des escargots. Du mouton quelquefois et plus souvent du cochon salé. Ou surtout fumé, complété de pain. Les artisans d'Occitanie du Sud, exilés en Catalogne et qui vivent en petite ville, achètent de la viande 2 fois par semaine. À Montaillou, même la consommation de porc paraît courante, sans que l'historien puisse être plus précis à ce sujet. Le fumage du lard, après la tuerie des cochons en hiver, fait l'objet d'une entraide entre voisins. Dans tel foyer, l'âtre plus spacieux et le feu plus nourri permet de traiter davantage de chair. Il accueille donc pour les enfumés les quartiers d'un porc abattu par telle autre famille plus indigente. Il y a 15 années environ, raconte en 1323 Raymond de Bello, qui vers 1308 n'était pas gâté par la fortune, à l'époque du carême, vers l'heure des vêpres, je portais deux côtés de porc salé dans la maison de Guillaume Benet de Montaillou pour les faire sécher à la fumée. Je trouvai là Guillemette Benet, femme de Guillaume, qui se chauffait au coin du feu, et une autre femme. Je déposai ses chairs salées dans la cuisine, puis je sortis. D'autres protéines viennent du lait, qu'offert par un parent en bois en bonne quantité, en bonne amitié. Du fromage surtout, produit par les bergers, dans les pâtures d'altitude. D'une façon générale, dans cette montagne alpagère, et alors que c'est dans les Pyrénées, c'est bizarre ça, et fromagère, les aliments azotés ne font pas défaut, même si l'ordinaire est médiocre. Les crises des subsistances et du pain ne soulèvent donc pas d'insolubles problèmes à Montaillou. Elles en posent, au contraire, dans les campagnes parisiennes presque purement céréalières, au XIVe comme au XVIIe siècle. Il revient souvent, le roi Ladurie, sur les plaines parisiennes, parce que c'était très étudié au XXe siècle. Alors que la Languedoc, la zone Languedoc, c'était moins connu, quoi. Voilà, donc c'est un tic d'historien de l'époque. La soupe ariégeoise implique lard et pain. Elle est faite aussi, comme il se doit pour cette époque, avec une verdure de choux et de poireaux. Faut-il rappeler que le premier de ces végétaux cultivés dès le néolithique est le seul légume qui ait donné lieu à un terme d'affection. On dira mon chou aujourd'hui comme à une personne qu'on aime bien, tout comme on lui dirait mon lapin. Les potagers du vieux Montaillou, du fait de leur altitude montagneuse et de leur manque de sophistication, ne détiennent pas encore les cadeaux des Arabes et des croisades qu'on commence à cultiver au XIVe siècle en Catalogne et Comtat. Nos villageois ignorent donc l'artichaut, le melon et la pêche. Ou ne les connaissent que par ouï-dire. Des fèves et des raves, celles-ci cultivées en plein champ, complètent l'herberie potagère des choux et poireaux. La cueillette des noix, des noisettes, des champignons et le ramassage des escargots fournissent des ressources d'appoint qui, pour la plupart d'entre elles, sont offertes généreusement
par la nature. On consomme aussi, outre le gibier, des truites de torrent et peut-être un peu de poissons salés des bords de mer montés par mules. Le vin n'a bon guère, faute de vigne. On en boit pour les grandes occasions, quand les coupes circulent à la veillée. De toute manière, à cette époque, comme en toute période, l'ébriété n'est pas le fort des méridionaux. En terre occitane, il n'y a pas de bon Dieu pour les ivrognes. Le sucre, enfin, est infiniment rare. Quand on en a les moyens, on en expédie de temps à autre un fragment originairement importé du monde islamique à la dame qu'on aime. Oui, parce qu'il y avait de la canne à sucre sur le Nil, par exemple. Voilà. Ensuite, page 47, la décime. L'impôt, quoi. L'impôt ecclésiastique. Page 47. Aussi bien, et s'agissant toujours des trois États, la contestation globale à Motaïou et à Sabartès va-t-elle se déployer davantage contre le premier ordre, le clergé, que contre le second, la noblesse seigneuriale, ou non? La Haute-Ariège rurale s'en prend surtout aux riches d'église, plus qu'aux nobles laïcs. On sait que le clergé en Occitanie, depuis les Alpes jusqu'aux Pyrénées, se comporte au XIIIe et XIVe siècle comme une puissance de la terre. Mais de ce point de vue, précisément, la principale zone de friction concerne les dîmes. À la fin de l'été 1308, l'Inquisition de Carcassonne fait arrêter tous les habitants de Motaïou, mâles et femelles, âgés de plus de 12 ans ou 13 ans. Cette rafle inclut aussi les bergers qui sont spécialement descendus ou redescendus de leur pâturage d'altitude à l'occasion des festivités et de la fin de la transhumance estivale. Le coup de filet ainsi déployé par l'inquisiteur, prélude à la remise en ordre par les évêques de Pamiers entre 1311 et 1323, de toutes les dîmes et du bétail des pays de montagne, jusque-là mollement perçus. Jacques Fournier, dont le prédécesseur avait jeté l'interdit sur les récalcitrants, exigera désormais ces redevances fort lourdes, avec 10%, quoi, hein, surtout, avec le doux et cruel acharnement qu'il mettait par ailleurs à persécuter les hérétiques. L'accord de 1311, renouvelé et complété en 1323, prévoit pour toutes les communautés et l'archiprêté du Sarbatès, y compris Montaï, Axe, Tarascon et Foix, la perception de dîmes en argent et en nature sur les produits excrus du bétail, plus un prélèvement décimal sur les grains à raison du 8. Ce taux exorbitant fait hurler, car les prêtres commencent au début du XIVe siècle à l'exiger pour de bon. On finira par s'y faire, non sans grogner. Au XVIIIe siècle encore, le caractère abusif et néanmoins coutumier du prélèvement décimal dans les Pyrénées frappera les observateurs. À raison d'un huitième des grains récoltés, les dîmes du Sabartès en 1311-1323 font presque figure de champard. On comprend qu'elle s'expose à être contestée. Contestée, elle le sent. Et puisque dans le pays d'Aillon, qui contient l'objet de notre enquête, le tisserand Prat Tavernier, originaire de Prat d'Aillon, au cours d'une longue marche dans la montagne en compagnie de Guillaume Esconnier d'Arc, dévoile comme un article de foi sa haine contre les dîmes mêlées à d'autres propositions hérétiques. Les prêtres et les clercs, s'écrie-t-il, parce qu'ils sont mauvais, extorquent et reçoivent du peuple les prémices et les dîmes de produits pour lesquels ils n'ont pas fait le moindre effort de travail. Prat Tavernier fourre les dîmes dans le même sac d'infamie que le baptême, l'eucharistie, la messe, le mariage et le jeûne de la viande du vendredi. À Montaillou, même les frères clercs, bailles et curés se chargent de percevoir pour eux-mêmes et pour les instances supérieures le prélèvement décimal. Voilà, donc on parle du contexte général des impôts, de la manière de s'alimenter. On verra la prochaine fois un petit peu les rites cathares pour ce qu'on en sait. Hein. Voilà, donc je reviendrai donc sur la revue Histoire, hein, les cathares, qui est plus synthétique hein, que ce livre. Quoi.
voilà, qui s'attache moins au rite cathare que aux aspects ethnologiques de ce lieu. Ensuite, page donc 53, l'Inquisition. Rien ne montre mieux l'importance de la domus, la maison, domus en latin, hein, comme concept unificateur de la vie sociale, familiale et culturelle au village que le rôle de pierre angulaire qu'elle joue en Haute-Ariège et à Montaillou dans la construction ou reconstruction du catharisme. La domus, hein, parce que l'ensemble du texte est écrit en latin, donc l'Église écrivait tous ses documents en latin à l'époque, d'autant plus qu'il y avait une diversité de patois immense. Là, l'Inquisition pouvait intervenir en occitan, en langue d'oeil, hein, l'ancêtre du français, quoi. Mais dans un contexte d'une grande diversité dialectale. Donc le plus simple pour eux était de tout retranscrire en latin. Alors, ensuite, alors un jour, raconte Mangarde, Bessiaille de Prades, de Prades d'Aillon, village adjacent de Montaillou, je rencontrai mon beau-frère Guillaume Biscaille sur le chemin où j'avais pris pour me rendre à l'église de ma paroisse. Où vas-tu me demanda Guillaume. Je vais à l'église. Oh bien, rétorqua Guillaume, te voilà vraiment bonne ecclésiastique. Autant vaudrait que tu pries Dieu dans ta propre maison que de prier ainsi à l'église. Je lui répondis que l'église était un lieu plus convenable pour prier Dieu que ne l'est la maison. Alors il murmura simplement à mon intention, tu n'es pas de la foi. Donc pour Guillaume Buscaille, sympathisant zélé des idées cathares, n'a-t-il pas voulu un jour que sa belle-sœur, alors allaitante, fasse la grève du sein afin de laisser mourir en endura un bébé hérétique? C'est un rite qui est assez cruel de jeûne après. C'est un suicide, quoi, ecclésial en quelque sorte. Donc c'est dans les rites cathares. La foi albigeoise, c'est ce qui se vit et se pratique à la maison. Par opposition au dogme romain, qui fait son séjour dans le sanctuaire de la paroisse. Cette idée du reste est générale. Quand l'hérésie s'est installée dans un domus, dans une maison, déclare un paysan à Jacques Fournier, c'est comme la lèpre, elle s'y incruste pendant 4 générations, ou pour toujours. Aude Forêt de Merviel, névrosée, perd la foi dans l'Eucharistie. Elle confie ses doutes à sa voisine et parente, et Ermengarde Garoudi. Celle-ci, horrifiée, met en garde la dame incrédule contre les conséquences néfastes et néfastes que peut avoir un tel scepticisme pour la maison qu'elle habite et pour le village où elle réside. Traîtresse que vous êtes, dit la Garoudi à Aude. Ce village et cette hostale, à la maison, hein, toujours, ont toujours été purs de tout mal, de toute hérésie. Prenez garde que vous ne vous apportiez le mal en provenance d'une autre localité et que vous ne fassiez ainsi maudire la nôtre. Au gré de la Garoudi, les voies de l'hérésie sont donc d'une parfaite clarté. Pour qu'un village pourrisse, il suffit de la faute d'une seule maison. Inversement, la violence inquisitoriale est d'abord considérée chez ses ennemis, chez ses victimes, comme une agression contre la domus hérétique, avant même d'être envisagée comme une atteinte à la liberté ou à la vie de tel ou tel individu. Ces deux traîtres ont fait arriver malheur à notre maison et à mon frère le curé, déclare Bernard Clergue, en évoquant l'arrestation du recteur de Montaillou dénoncé par Demouchard. Alors, ensuite, page 69, Fagana. Alors, en patois, ça veut dire la cuisine, Fagana. Patois de la région de Foix, quoi, hein, en occitan. Cette maison fragile et friable en dépit de sa pérennité conceptuelle, il convient maintenant de la décrire.
La partie centrale essentielle de la domus, c'est la cuisine, ou fagana, aux solives bardées de jambon, protégées de la dent des chats. Les voisins, y compris une brave femme comme Alésaïs Azéma, toute simplette en dépit de son titre de madame, viennent y emprunter du feu, de ce feu précieux qu'on couvre le soir afin d'éviter un accident qui réduirait en cendres stales. Sur le feu veille la ménagère ou Fakoria, la femme du foyer, comme on surnomme les concubines des curés dans le diocèse de Palars. L'homme, pourtant, ne laisse pas aux femmes la charge entière de l'entretien du feu. C'est lui qui s'occupe de caser les bûchettes. Frangere Tesa, une batterie de cuisine à base de marmites en terre, poêles, chaudrons, cruches, écuelles parfois décorées entourent l'âtre. Batterie toujours insuffisante, toujours quant aux instruments de métal. Elle se complète aisément selon la méthode classique à Montaillou des emprunts chez les voisins. Une table à manger, des bancs pour le repas et la veillée sont posés à proximité de l'âtre. Autour de ces meubles s'organise souvent, mais non toujours, une assez rigoureuse ségrégation des sexes et des âges, comme il en existait encore par voici peu de temps dans le Bas-Languedoc et en Corse. C'est un peu des préjugés, mais bon. Le berger Jean Maury, fils d'un paysan de Montaillou, raconte à ce propos le repas du soir dans la fagona paternelle. Repas quelque peu distingué, certes, puisqu'y était convié le parfait Philippe d'Alérac. Un parfait, hein, c'est en quelque sorte un prêtre cathare, quoi. C'était l'hiver. Montaillou était couvert d'une épaisse couche de neige. Mon père Raymond Maury, mon frère Guillaume l'hérétique, Philippe d'Alérac et Guillaume Bello, venus en voisin, dînèrent à table. Alors l'hérétique, dans leur esprit, c'est pas péjoratif, hein. C'est un bonhomme, c'est quelqu'un de gentil et qui a la foi. Mais il est défini comme ça par l'Inquisition, donc il répète ces mots. La cuisine, c'est bien comme le disent expressément nos textes, la maison dans la maison, la domus dans l'hostal, où l'on mange, où l'on meurt, où l'on est hérétique. Donc on diffuse la foi cathare, qu'ils nommaient pas cathare d'ailleurs, c'était la vraie foi pour eux, où l'on se dit les secrets de la foi et le potin du village. Parce que le terme cathare, c'est un terme inventé par la papauté à Avignon. Hein. En ce temps-là, raconte Raymond Arsène, servant de la maison, Belote, Bernard Clergue, le bail, frère du curé, venait dans la maison de Raymond Belot et il parlait avec sa belle-sœur Guillemette Belot dans la maison appelée cuisine. Voca la fangana. Ils me renvoyaient momentanément pour que je n'entende pas leur conversation. Voilà, alors ensuite 84, Vendetta. Page 84. Typique de ces solidarités familiales est la vendetta de Guillaume Mort. Il est fils d'un domus de Montaillou, que les clergues, le curé, le bail, hein, le clergue voit à la ruine. Guillaume Mort, son père et son père ont été arrêtés par l'Inquisition en août 1308 avec le tout Montaillou. Cette arrestation a fait suite au mouchardage dont le curé clergue, renversant la vapeur et reniant ses amitiés cathares, s'est rendu complice. Guillaume est ensuite libéré de la prison où séjournent deux autres membres de sa famille près de Montaillou. Il tombe nez à nez avec le curé. Il profite de l'occasion pour lui reprocher véhémentement sa conduite. Pierre Clergue, le curé, qui comprend fort bien la cohésion domestique, lui réplique que, sur le même ton, « Je vous ferai tous pourrir au mur de Carcassonne, tous les morts, toi, ton père, ton frère,
et tous ceux de la Domus. Voilà, ce sont donc des vendettas où la religion n'est qu'un support. Hein. Pierre Clergue tiendra parole au-delà même de ses propres mots. Il fera ni plus ni moins, grâce à son frère le bail, couper la langue pour faux témoignage à Mangarde mort, mère de Guillaume. Charmant garçon. En compagnie des autres clercs transformés en argousins, il tâchera aussi de faire arrêter Guillaume mort, par Mons et par Vaux. Il mènera contre l'hostal entier des morts une vendetta. Elle est plus domiciliaire que ne le sera plus tard la vraie vendetta corse, qui, elle, s'avérera largement consanguine. Revenons à la fin du dialogue précité. Mort Clergue. Cette fin se présente symétriquement comme une déclaration de vendetta en représailles de la part de Guillaume mort. « Je me vengerai, crie-t-il au curé. Garde-toi de moi et de tous mes partisans. Il se sépare sur ces mots. Guillaume n'a plus qu'à chercher du renfort parmi sa fratrie, parmi ses amis et parmi les alliés de ses amis. En 1309, Guillaume mort se réfugie en effet à Ax-les-Thermes. Son frère Raymond mort et Jean Bonnet d'une autre domus lésés par les clercs, quoique alliés conjugalement aux alliés de ceux-ci, se joignent à lui. Tous trois jurent mutuellement sur le pain et sur le vin de se venger. Ils tueront le curé. Ils mettront leurs maigres avoirs en commun afin de ne manquer de rien dans leur entreprise. Il s'agit là d'un véritable pacte d'affrèrement, serment sur le pain et le vin, mise en commun des avoirs. De 1309 à 1317, les conjurés font par eux-mêmes ou par sicaires soudoyer plusieurs tentatives d'assassinat contre Pierre Clergue, le curé. Guillaume mort, berger, proscrit, est si soucieux de se venger que les prêtres qui le confessent refusent de lui donner la communion à cause de la haine qu'il détient dans son cœur contre Pierre Clergue. Il porte la vengeance peinte sur sa figure. L'oublierait-il que ses amis et camarades bergers se vengeraient de la lui rappeler? Un jour que Guillaume se dispute avec Pierre Maury, celui-ci, qui ne mâche pas ses mots, lui rappelle sa vocation spécifique de vendettiste. Combat contre le curé de Montaillou, et non pas contre nous, dit Pierre à Guillaume, car lui te donnera de l'ail et du verjus, autrement dit, en notre langage, du fil à retordre. Il faudra le décourager de l'un de ses partenaires, Pierre mort, moins tenace qu'un vendettiste corse, et le manque d'opportunité valable pour qu'échoue la dernière tentative d'assassinat contre Pierre Clergue. Ce n'était pas faute d'avoir entrepris à l'occasion de ses ultimes essais. Guillaume mort avait recruté 2 tueurs à gages catalans qu'il avait fait tout exprès venir de Gérone, moyennant la somme de 500 sous, tout compris, en cas de succès. Voilà, ensuite page 94, rapport de force. Un monde dur tout de même. Hein. Page 94. À Montaillou, les 2 clercs majeurs, Pierre et Bernard, ont réussi à s'emparer des 2 glaives spirituels et temporels, Pierre est curé, Bernard est bailleur. Bernard travaille à ce titre en collaboration avec son frère Pierre. Tous 2 se chargent, en diverses occasions, de collecter les dîmes. En tant que bail, Bernard fait fonction de juge et de percepteur pour les redevances du comté, dans la mesure où le comte de Foix, détenteur du pouvoir politique, se trouve être aussi seigneur du village. Si Pierre est de facto l'huissier de l'Inquisition, Bernard est juge de paix, commissaire de police, au nom du comte. Il met la main au collet des coupables, il saisit, le cas échéant, lors de bétail. Inutile de dire que les frères Clergue, Pierre et Bernard, et aussi Raymond, trouvent maintes occasions en ce domaine pour se prêter main forte, où tous 3 se servent de la seigneurie ou même de la châtellenie. À leur fin propre, Raymond Clergue se fait accompagner du vice-châtelain de Montaillou, Jacques Alcène, afin de pourchasser dans les Pyrénées depuis Morins au col de Pédore, Guillaume mort, ennemi personnel devenu ennemi familial. Les 2 hommes échouent dans cette mission. Ils ne rencontrent à Pédore pour tout gibier que le pâtre proscrit Pierre Maury,
Il le laisse gentiment filer après lui avoir emprunté quelques provisions. De même, lors du grand coup de filet de l'Inquisition en août 1308, Pierre Clergue contribue à faire enfermer au château de Montaillou tous les paroissiens de plus de 12 ou 13 ans, dont il fait ensuite relâcher certains par libération sélective. Pierre est dans sa paroisse l'homme du château, de ce château qu'il utilise à ses fins personnelles et astucieuses, jusqu'à ce que, par un équitable retour des choses, la châtelaine, ou plutôt l'ex-châtelaine, devienne à son tour la femme de Pierre, dans la brève durée d'un faux ménage. Les seigneurs de la baillie et la châtellenie locale sont utilisés tour à tour en milieu paysan par les clergues et par leurs rivaux dans le village. Les uns et les autres cherchent à contrôler ces institutions pour parvenir à leur propre fin. Quand l'étoile des clergues, après 1320, commence à pâlir, leurs ennemis, parmi lesquels Pierre Azéma de Montaillou, cousin de l'évêque, Fournier, Raymond Trial, vicaire de Montaillou, de Prades, et Pierre Marty, consul de Montaillou, manipulent à leur tour, contre les clergues et contre leurs amis ou clients, le bras séculier de la châtellenie locale. On notera que c'est la seule fois dans nos sources qu'il est question d'un consul à Montaillou. Le consulat, qui émanait en principe de l'assemblée municipale des chefs de famille, n'était pas inexistant dans notre village, mais il y a apparu tardivement. Il n'y a rempli qu'un rôle effacé. On voit donc Pierre Azéma, simple paysan, ordonné au lieutenant du châtelain du comte de faire jeter aux oubliettes du château Bernard Benet, complice involontaire et momentané des clercs. Voilà, donc ensuite, page 99, la rafle. Page 99, la rafle. C'est sur cet arrière-plan que se profile et que se joue la tragédie d'août 1308, dont on a parlé plusieurs fois. Clerc complice voit les sbires de l'Inquisition coffrer ses ouailles. Tous les habitants de Montaillou, mâles et femelles, âgés de plus de 12 ans ou 13 ans, âge approximatif, sont mis en état d'arrestation. L'affaire peut-être a été préparée du fait des aveux de Gaillarde Autier, femme de Guillaume Autier, l'hérétique, interrogée par l'Inquisition dès le carême 1308. Plus décisive à cet égard fut la dénonciation que formulèrent les neveux de Pierre Autier. Ces neveux, qui s'appelaient de Rhodes, étaient originaires de Tarascon. L'un d'eux était dominicain à Pamiers. La rafle elle-même fut dramatique et à souhait. L'affreux Poloniaque dirigeait les agents de l'Inquisition de Carcassonne. Il n'eut aucun mal à cueillir pour fait d'hérésie tous les habitants de Montaillou, au-dessus de l'âge requis. Ils étaient là en masse, rassemblés à l'occasion d'une fête de la Vierge populaire dans cette paroisse. On y honorait simultanément, sans crainte de se contredire, la Vierge Marie et le Dieu des Cathares. La plupart des bergers du cru étaient redescendus de Montaillou avec la fin de l'estive. Pierre Maury, par chance pour lui, était resté au col de Quériou. Un porteur de farine vint lui annoncer que le village était désormais sous les verrous. Quelques femmes de Montaillou réussirent à s'échapper, un pain sur la tête, en se faisant passer pour des migrantes agricoles originaires d'autres lieux. Les chanceux et les fugitifs allèrent s'établir en Espagne, sur les marches catalanes ou sarrasines. Le village devint momentanément une république d'enfants et de brebis. Les adultes et les adolescents de Montaillou, d'abord bouclés au château, furent emmenés au mur de Carcassonne, la prison, quoi. Quelques-uns brûlèrent sur les bûchers. D'autres demeurèrent longtemps dans les salles communes, masculines ou féminines de la prison, avec possibilité d'y recevoir des colis alimentaires et familiaux. Alors, page 138, transhumance. Page 138, transhumance. Ça c'est pareil, ça donne de la couleur, éventuellement à un roman. À la Saint-Michel de 1309, Pierre Maury saisit
d'un nouvel accès de liberté montagnarde, donne congé à son patron Pierre Constant. Tout se passe désormais comme si c'était l'ouvrier qui renvoyait le patron et non l'inverse. Il se loue d'abord, alors saisi d'une véritable bougeotte à un nouvel employeur, qui n'est autre que le Cerdan Raymond Boursier du Puy-Cerda. Ce nouveau louage dure 2 ans, 1310-1311. L'équipe de Berger comprend Raymond Boursier lui-même, Pierre Maury, son frère Arnaud, et en plus un autre Cerdan, Albert de Bénat. Arnaud Maury excepté, pas question de parler d'hérésie avec ces gens. Au bout de 2 ans, fin 1311, les frères Maury quittent cette équipe. Arnaud s'en retourne à Montaillou. Pierre, lui, pique droit au sud vers la Catalogne. Elle va devenir pour lui une seconde patrie. À Baga, près de Barcelone, il se loue comme berger auprès d'un patron catalan, Barthélemy Campano. L'équipe de Campano prend 8 pâtres, dont 6 catalans et 2 ariégeois. La première année, 1311 ou 1312, pas d'hérétique à l'horizon. Mais l'année suivante, 1312-1313, dans la maison amie d'un berger musulman nommé Mofferet, Pierre contacte, grâce aux bons offices d'un Catalan, un colporteur de cumin et d'aiguilles, qui n'est autre que le cathare Raymond de Toulouse. Au carême suivant, Pierre, en 1313, Pierre est désormais présenté à la petite colonie albigeoise de San Mateo et de Morella, région de Tarragone. Là, des hérétiques, peu nombreux, originaires de Montaillou, et d'ailleurs se sont rassemblés autour de Guillaume Balibaste junior qui a planté en ce lieu ses tabernacles. Il est devenu à leur gré un petit prophète identifié au Christ ou à l'Esprit Saint. Mais c'est un prophète autocéphale, ou peu s'en faut. Il n'est reconnu que par lui-même et par les happy few en quelque sorte. Guillaume Balibaste, par besoin d'argent ou par toute autre raison, donne occasionnellement un coup de main à l'équipe de bergers que dirige Maury. Se joignent également à celle-ci d'autres pâtres fugitifs de Montaillou et morts. La reprise générale de toutes ces relations va s'opérer à partir de 1315. Alors, page 194, le destin. 194. Même si l'on doit dormir sous les arbres gelés presque à mort pendant les hivers et se tremper jusqu'aux os durant les averses d'automne, ce destin est inséparable d'une éducation préalable de jeunes bergers vécus sur le mode des nourritures quotidiennes qu'on a jadis reçues des parents. Un jour, à Beceite, région de Teruel, en Espagne, et Mersand Befeit, originaire de Montaillou, attaque Pierre Maury à propos de ses randonnées lointaines vers les montagnes ariégeoises. Elle lui dit les inquiétudes mortelles qu'elle a données de la sorte à tous ses amis, aux croyants comme aux parfaits. Réponse de Pierre. Je ne peux agir autrement, car je ne peux pas mener une vie différente de celle par laquelle j'ai été nourri. Nutritus, ce mot implique à la fois, quant au souvenir de la jeunesse, de celui qui prononce les concepts d'alimentation et d'éducation. Derrière l'idée banale qui veut que l'homme soit le prisonnier de l'enfant et le produit de l'éducation reçue pendant les tendres années, se profile dans le discours de Maury la notion plus complexe d'un lien charnel avec le pain qui a construit le corps et par-delà ce pain avec la terre nourricière qui a produit les céréales dont fut bâti l'homme et à laquelle celui-ci retournera un jour. L'âme de l'homme, c'est du pain, dit un matérialiste paysan de la Haute-Ariège, dont les propos hérétiques attireront un jour l'attention de Jacques Fournier. Ce qu'on a pétri, on doit le cuire, déclare de son côté un camarade de Pierre Maury. Il veut ainsi justifier le maintien d'une vie commune entre Emerson Befeit et sa fille Jeanne, malgré les constantes agressions de cette fille contre cette mère. Bouclons la boucle, Guillaume Fort
de Montaillou rappelle que malgré toutes les doctrines sur les résurrections, ce qui est venu de la terre doit revenir intégralement à la terre. Après la mort, dit-il, le corps humain se dissout et se transforme en terre. Dirigé de loin par les astres, le destin de l'homme demeure donc néanmoins, pour les penseurs de Montaillou, pesamment charnel, ptolémien, dominé par les influences telluriques du macrocosme d'ici-bas et gouverné par l'éducation sociale comme par les nourritures terrestres de l'enfance. Ce lien physique noue la destinée des personnes à leur terre natale. Pierre Maury l'a bien senti un jour qu'Emerson de Marty lui reprochait effectivement ses constants voyages de transhumance vers les Pyrénées originaires. Fils, tu ne devrais pas retourner là-bas, reste plutôt ici avec nous. De toute manière, tu n'as pas de fils, ni de fille, ni personne à ta charge excepté toi-même. Tu pourrais vivre ici sans te fatiguer beaucoup. Tu es pris là-bas, si tu es pris là-bas, tu es perdu. À quoi Pierre Maury riposte en liant son propre destin de façon explicite à ses visites dans le petit pays. Non, je ne pourrais pas me fixer définitivement ici, en Catalogne. Et de toute manière, personne ne peut m'enlever mon destin. Alors, page 204, l'époux. Important l'époux. On en a presque plus maintenant. Alors, Raymond Guillou, épouilleuse attitrée de la Domus Clergue, de la maison Clergue, exerce ses talents sur le sur le fils et sur la mère. Elle épouille le curé Clergue, mais aussi la femme du vieux Ponce Clergue, au vu de tous, sur le seuil de la porte de l'hostal. Tout en s'activant contre les insectes parasites, elle raconte à sa patiente les derniers potins de la communauté. Les clergues, notables du village, ne sont pas en peine pour y recruter telle ou telle femme susceptible par un doigté idoine de les débarrasser de leur faune. Pierre Clergue, lui, a recours, en tout bien tout honneur, au service de la vieille Guillemette Bellotte. En plein soleil, sur le pas de la porte, Guillemette, dame d'œuvre, cherche l'époux sur la tête de Bernard, tout en recommandant à celui-ci de donner du blé au parfait. Comme Bernard est amoureux fou de Raymonde, la fille de Guillemette, il se hâte bien entendu d'obtempérer aux ordres de son épouilleuse. À la limite, l'épouillage montalbanais prend place dans le dernier salon où l'on cause. On s'installe pour cela au soleil sur les toits plats des maisons basses qui sont contiguës ou qui se font face aux miroirs jumeaux. Au temps où les héritages de Minet à Montaillou racontent Lissane Testanier à Guillemette Bonnette et à la Rive se faisaient respectivement épouiller au soleil par leurs filles Alésaïs Bonnet et Raymond Rive, toutes les quatre sur le toit de leur maison. Je passais par là et je les entendis qui parlaient. Guillemette Bonnette disait à Alésaïs: comment peut-on arriver à supporter la douloureuse brûlure du bûcher? À quoi Alésaïs répondit: espèce d'ignorante, mais voyons, c'est Dieu qui prend la douleur sur lui. On notera que l'épouillage est toujours exécuté par une femme, sans que celle-ci soit nécessairement servante du bas statut. Béatrice de Planissol, noble personne, n'hésite point à se livrer à cette activité sur le crâne de son prêtre chéri. L'épouillage consolide ou marque les liens familiaux et de tendresse qui, il paraît, impliquer des relations de parenté ou bien d'alliance, même illégitime. La maîtresse épouille l'amant ainsi que la mère de l'amant. La future belle-mère épouille son gendre prospectif. La fille débarrasse la mère de ses poux. Voilà, les rapports humains intéressants. Page 216, le viol. Jeune, la femme montalbanaise ou ariégeoise risque le viol, comme ailleurs, comme toujours. Mais peut-être aussi plus qu'ailleurs, et plus qu'en d'autres temps. Guillaume Agulan, de Larocque d'Olms, demeure en axe les termes. Il a violé une femme. On l'a coffré. Heureusement, Raymond Vessière est
est allié par mariage à la famille d'Agulan. Il intercède donc en faveur de son parent par alliance auprès des Autiers, qui sont bien en cours à cette époque parmi les autorités du comté de Foix. Elles font du coup libérer Agulan, malgré la répression que voulait exercer sur lui le seigneur de Mirepoix, dans la juridiction duquel il se situait normalement. Pardon. Ce viol n'est pas le seul sur lequel nous informent les registres de Jacques Fournier. On a vu précédemment qu'à Montaillou même, Bernard Belot avait tenté de violer Raymonde, la femme de Guillaume Autier, homonyme local du Parfait. Ce Bernard s'était tiré d'affaire sans trop de mal, moyennant une brouille avec l'époux de la victime et moyennant 20 livres d'amende aux gens du comté de Foix. La somme n'était pas négligeable puisqu'elle équivalait à la moitié du prix d'une maison de village. Béatrice de Planissol, elle-même, toute châtelaine qu'elle soit, se fait violer comme une rustaude par le bâtard Patoclergue, cousin du curé. Le viol n'est pas très sévèrement réprimé. Il est admis quelquefois par des victimes plus ou moins consentantes. À Montaillou, cependant, il ne se fait pas entre cousins, ou du moins il ne se fait pas aux dépens de la concubine d'un cousin germain. On retrouve dans cet interdit la force conjuguée du lignage et de l'alliance, même illégitime. Un soir, raconte Raymond Testanière, le cordonnier Arnaud Vital voulut me violer, sans tenir compte du fait que j'avais des enfants de Bernard Belot qui étaient son cousin germain. J'empêchais donc Arnaud de parvenir à ses fins, bien qu'il ne cessât de me répéter que je ne commettrais aucun péché si je couchais avec lui. Ce viol manqué contre la maîtresse d'un cousin constituait une attaque contre les principes de la prohibition de l'inceste, à l'intérieur des rameaux lignagés les plus proches, buissonnant d'ailleurs d'alliances concubinaires. Raymonde Testanière, bonne montalbanaise, en fut traumatisée psychologiquement, au point de renoncer à ses opinions cathares. J'ai cru aux erreurs des hérétiques, déclare-t-elle, jusqu'à ce qu'Arnaud Vital, lui-même cathare, essaya de me violer. Mais alors, à cause de cet inceste, j'ai cessé d'adhérer à ces erreurs. Au début, à défaut d'user du viol, procédure extrême, on peut avoir recours aux prostituées. Bien entendu, celles-ci n'abondent guère dans un village comme Montaillou. Elles sont même absentes en tant que telles. En revanche, les villes où les paysans se rendent de temps à autre pour les foires ou pour affaires offrent des occasions dans ce sens. J'ai forniqué avec des prostituées publiques, j'ai volé des fruits du foin et de l'herbe des prés, révèle en confession l'un des pénitents du faux prêtre Arnaud de Vernioil. Et un autre pénitent fait une déclaration à peu près analogue. J'ai forniqué avec des prostituées publiques, j'ai fait des propositions déshonnêtes à des femmes mariées et même à des vierges. J'ai été ivre quelquefois, j'ai menti, j'ai volé des fruits. Un seul des trois personnages, dont Arnaud de Vernioil nous a relaté les confessions, ne l'accuse pas d'avoir fréquenté des femmes vénales. J'ai volé des fruits et des récoltes. J'ai prononcé des jurons, affirme, pour tout péché, ce troisième homme. Voilà, donc ça donne un peu la teinte de ce livre. Donc la prochaine fois, je vous lirai d'autres passages où la religion cathare sera présente, et puis je vous lirai également du passage de la revue pour préciser un peu mieux les rites cathares. Voilà, donc le deuxième épisode sera toujours sur ce livre, sur Montaillou, village occitan, et le troisième épisode sera sur les deux livres de Jean Daillon. C'est l'application en fait, hein, c'est l'utilisation de connaissances historiques pour créer une romance dans ces livres sur le Moyen-Âge. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine, hein, s'il n'y a pas d'incident technique, je n'en pense pas. Voilà, à très bientôt.